À travers l'histoire, chaque époque a été définie par une voix retentissante ou une figure qui incarne l'essence de son temps. En regardant en arrière, vers la vitalité de la Grèce péricléenne, il ne fait aucun doute que c'est Platon que nous entendons. Son œuvre a permis de sortir la philosophie des recoins obscurs de l'académie, la rendant accessible à l'homme ordinaire qui, s'il le choisit, peut se baigner dans sa lumière. Même aujourd'hui, près de 2000 ans après sa mort, d'innombrables étudiants se retrouvent encore enveloppés dans la radiance de sa pensée. Alors, pénétrons dans cette lumière et explorons l'héritage de Platon. Selon les récits de Diogène Laërce, Platon est né à Athènes pendant la 88e Olympiade, vers 428 avenue Jésus-Christ. Il portait à l'origine le nom d'Aristocle, et le nom de Platon lui aurait été donné plus tard, probablement en raison de sa poitrine large et de ses épaules ou, selon certains, de son front. Platon aurait été un athlète, participant même et remportant des médailles aux Jeux isthmiques. Cependant, c'est le jeu de la dialectique qui le captura véritablement, après sa rencontre avec Socrate. Sous la tutelle de Socrate, Platon développa un amour passionné pour la sagesse qui dura jusqu'à sa mort en 348 avenue Jésus-Christ. Après la mort de Socrate, lorsque Platon n'avait que 28 ans, il se retrouva sous la suspicion des autorités athéniennes en raison de son implication dans le plan d'évasion de Socrate. Craignant pour sa sécurité, ses amis lui conseillèrent de voyager. Bien que nous ne sachions pas exactement où il se rendit, on pense que Platon voyagea en Égypte, en Italie, en Judée et peut-être en Inde. Il passa un total de 12 ans loin d'Athènes avant de revenir en 387 avenue Jésus-Christ, à l'âge de 40 ans, où il fonda l'une des premières écoles organisées de la civilisation occidentale, l'Académie. De cette modeste école, Platon écrivit les célèbres dialogues qui porteraient son nom à travers les âges. Témoin de la mort de Socrate, Platon développa deux convictions, un profond mépris pour la démocratie et le désir de créer une méthode permettant d'identifier, de persuader et de permettre aux individus les plus sages et les meilleurs de gouverner. Sa vision était de créer l'État idéal, qu'il exposa dans la République. Il commença par se demander pourquoi un tel État n'a jamais existé. Malgré toutes nos idées et nos efforts, pourquoi ce rêve de l'État idéal n'a-t-il jamais été réalisé? La réponse de Platon était simple, la nature humaine. Notre avidité excessive et notre ambition mènent inévitablement à des guerres pour le territoire et les ressources. Et même si les guerres externes peuvent être évitées, des luttes internes émergent des divisions sociales et culturelles. Peu importe où nous commençons dans le cycle du gouvernement, le résultat reste le même. L'aristocratie, notait Platon, limite trop étroitement le cercle dans lequel le pouvoir est confiné, où il durant, finit par céder la place à l'oligarchie, où la richesse s'accumule entre les mains de quelques-uns, créant du ressentiment parmi les nombreux. Une fois cela arrivé, la révolution devient inévitable. Alors vient la démocratie, écrivait Platon, les pauvres triomphent de leurs adversaires, tuant certains et bannissant les autres, ils donnent au peuple une part égale de liberté et de pouvoir, 557. Mais même la démocratie n'est pas à l'abri de l'échec. Le manque d'éducation adéquate conduit à l'élection de démagogues. Une fois ces individus mal informés et égoïstes arrivés au pouvoir, ils plongent l'État dans le chaos. Le peuple, désespéré pour retrouver l'ordre, se tourne alors vers le leader qui peut offrir le plus grand mensonge devenant, en fin de compte, son autocrate. Platon croyait que ce cycle vicieux ne pouvait être brisé qu'en comprenant la nature humaine. Ce n'est qu'alors que nous pourrions espérer construire une utopie réussie. Le processus doit commencer par la compréhension des motivations derrière le comportement humain. Après tout, les gouvernements varient comme varient les caractères des hommes, les États sont faits des natures humaines qui les composent, 544. Selon Platon, le comportement humain provient de trois sources principales, le désir, l'émotion et la connaissance. Le désir englobe l'impulsion et l'instinct. L'émotion contient l'ambition et le courage. La connaissance est le domaine de l'intellect et de la raison. Le comportement d'un individu dépend de la source dont il tire le plus. Ceux qui sont motivés par le désir sont les mieux adaptés pour être les producteurs de la société, agriculteurs, commerçants et hommes d'affaires. Ceux motivés par l'émotion conviennent pour être des auxiliaires, les soldats et les officiers exécutifs. Enfin, ceux guidés par la connaissance deviendront les gouvernants et les rois philosophes. Dans l'état idéal de Platon, il est crucial que chaque individu soit placé dans le rôle qui correspond le mieux à sa nature. Comme il le disait, la ruine vient lorsque le marchand, dont le cœur est gonflé par la richesse, devient le gouvernant, 434. Pour s'assurer que les bonnes personnes gouvernent, Platon a conçu un système complexe de sélection. Ce système commençait par des opportunités éducatives égales pour tous. Il n'y aurait aucune barrière liée à la classe, la race ou le genre. Chacun,
homme ou femme, aurait l'opportunité de se prouver. Le processus commençait par l'envoi dans la campagne de tous les habitants de la ville âgés de plus de 10 ans, suggérait Platon. En prenant possession des enfants, ils seront protégés des habitudes de leurs parents. L'éducation commencerait par une formation physique et musicale pendant les 10 premières années, ce qui aiderait à déterminer les dispositions naturelles des enfants. À cette époque, l'éducation morale, sous l'autorité d'une religion d'État, serait également inculquée. Cela contribuerait non seulement au développement moral, mais aiderait aussi les individus à accepter leur position sociale sans ressentiment. À 20 ans, les enfants subiraient leur premier examen, un test de compétences académiques et pratiques. Ceux qui échouaient deviendraient les producteurs de la société. Ceux qui réussissaient poursuivraient leur éducation pendant 10 années supplémentaires. À 30 ans, ils passeraient un second examen plus rigoureux. Ceux qui échouaient deviendraient des auxiliaires, tandis que ceux qui réussissaient étudieraient la philosophie pendant encore 5 ans. Cette philosophie se concentrerait sur la métaphysique et la politique. Après cela, ils entameraient le monde, apprenant de la vie elle-même pendant une période finale de 15 ans d'éducation. Ce n'est qu'à l'âge de 50 ans, après ce long et difficile processus, qu'ils seraient jugés dignes de gouverner. Platon croyait que ce système éliminerait la discrimination basée sur le statut social et préviendrait l'élection de dirigeants non qualifiés, ce qu'il voyait comme le défaut fatal de la démocratie. Bien sûr, vous vous demandez peut-être comme Platon lui-même quelle est la véritable faisabilité de ce système idéal. Bien qu'il soit vrai que l'utopie de Platon n'ait jamais été réalisée, il reste beaucoup à gagner à contempler ces idées. Nous n'avons peut-être pas le plan parfait pour une société, mais peut-être pouvons-nous en tirer des enseignements qui nous aideront à améliorer les systèmes que nous avons, lorsque le moment viendra. Au-delà de la politique, la République est avant tout une exploration de l'éthique, spécifiquement de la nature de la justice. La définition de la justice par Platon est « avoir et faire ce qui est le sien ». En d'autres termes, un homme juste est quelqu'un qui est à sa place, qui fait de son mieux et qui donne l'équivalent exact de ce qu'il reçoit. Au niveau social, la justice est la coordination efficace des individus, chacun jouant son rôle pour créer un tout efficient. Cela contraste avec les vues morales de figures comme Jésus et Nietzsche. Jésus mettait l'accent sur la bonté et la charité envers les faibles, tandis que Nietzsche défendait la puissance des forts. Platon, cependant, croyait qu'une société morale est celle qui atteint l'harmonie en plaçant les individus dans les rôles pour lesquels ils sont le mieux adaptés. Lorsque l'on explore l'éthique de Platon, il faut aussi tenir compte des différentes interprétations de son œuvre. Certains érudits adoptent la vision unitaire, qui soutient que les principes de Platon sont restés cohérents tout au long de sa vie. D'autres adhèrent à la vision révisionniste, qui postule que ces idées ont évolué. Enfin, la vision développementaliste, de plus en plus populaire ces dernières années, suggère que les idéaux